L'île au trésor. Première partie. Le vieux boucanier. Chapitre 1. Le vieux loup de mer à l'amiral Benbow. Monsieur Trelawney, notre châtelain, le docteur Livesey et tous ces messieurs m'ayant demandé d'écrire en détail l'histoire de l'île au trésor, du début à la fin, sans rien omettre, sauf la position de l'île, uniquement parce qu'il y reste encore une partie du trésor, je prends la plume en l'an de grâce 1700 pour me reporter à l'époque où mon père tenait l'auberge de l'amiral Benbow, et où le vieux marin au visage basané, balafré d'un coup de sabre, vint loger pour la première fois sous notre toit. Je me souviens de lui comme si c'était hier. Je le vois encore s'avancer à pas pesants vers la porte, suivi d'un homme qui portait son coffre de marin sur une brouette. C'était un grand et vigoureux gaillard à la peau de couleur noisette. Sa queue de cheval, enduite de goudron, retombait sur le col de son habit bleu couvert de taches. Ses mains rugueuses, couturées de cicatrices, avaient des ongles noirs et cassés. La balafre en travers de sa joue était d'un blanc livide et sale. Il promena son regard autour de la crique, tout en sifflotant. Puis, d'une voix aiguë, cassée par l'âge qu'il semblait avoir exercé en manœuvrant le cabestan, il entonna cette vieille chanson de matelot que nous devions entendre si souvent par la suite. Ils étaient 15 sur le coffre du mort, Oïs, et une bouteille de rhum. Ensuite, il cogna à la porte avec un bâton semblable à un inspect, et lorsque mon père apparut, il demanda d'un ton rude un verre de rhum. Quand on le lui eut apporté, il le dégusta lentement, en connaisseur, sans cesser de regarder tour à tour les falaises et notre enseigne. « Voilà une crique bien commode, » dit-il enfin, « et un cabaret fichtrement bien situé. Beaucoup de pratique, camarade ?» Mon père répondit qu'il voyait très peu de monde et que c'était fort regrettable. « Alors, déclara l'autre, c'est ici que je jette l'ancre. Hé l'ami !» cria-t-il à l'homme qui poussait la brouette. « Accoste et monte mon coffre. Je resterai un bout de temps chez vous, poursuivit-il. Je suis pas difficile. Du rhum et des œufs au lard, c'est tout ce que j'ai besoin, avec ce cap là-bas pour regarder les bateaux au large. Comment que vous devez m'appeler ? Ma foi, appelez-moi capitaine. Ah oui, je vois ce qui vous tarabuste. Il lança 3 ou 4 pièces d'or sur le seuil et conclut. Tenez, vous m'avertirez quand je serai au bout de ça. Il prononça ces mots d'un air aussi hautain qu'un capitaine de frégate. En vérité, malgré ses vêtements en mauvais état et son langage vulgaire, il n'avait pas l'air d'un simple matelot, mais plutôt d'un second ou même d'un commandant, habitué à être obéi ou à frapper. L'homme à la brouette nous dit que la malle-poste l'avait déposé le matin même, au Royal George. Là, il s'était informé des auberges situées le long de la côte et je suppose qu'il avait choisi la nôtre comme lieu de résidence après avoir appris qu'elle avait bonne réputation et qu'elle était isolée. Tels furent les seuls renseignements que nous pûmes obtenir sur notre hôte. C'était un homme d'un naturel très taciturne. Toute la journée, il flânait autour de la crique ou sur les falaises, muni d'une longue vue en cuivre. Toute la soirée, il restait assis près du feu, dans un coin de la salle, à boire des grogs très forts. En général, il ne répondait pas quand on lui parlait, mais se contentait de lever les yeux, brusquement, d'un air farouche, en reniflant avec un bruit semblable à celui d'une corne de brume. Et nous apprîmes bientôt, ainsi que ceux qui venaient chez nous, à le laisser en paix. Chaque jour, au retour de sa promenade, il demandait si aucun matelot n'était passé sur la route. Nous pensâmes d'abord qu'il posait cette question parce qu'il avait besoin de la compagnie de ses pareils, mais nous finîmes par comprendre qu'il désirait les éviter. Quand un marin s'arrêtait à l'amiral Benbow, comme le faisaient parfois certains qui se rendaient à Bristol par la route du littoral, il le regardait à travers les rideaux de la porte avant de pénétrer dans la salle et il ne manquait jamais de rester muet comme une carpe, chaque fois qu'il y en avait un. Pour moi, à tout le moins, cette affaire ne présentait rien de mystérieux, car, en un sens, je partageais ses craintes. Un jour, il m'avait pris à l'écart pour me promettre de me donner 1 pièce d'argent de 4 pence, le premier de chaque mois, si je voulais bien accepter de veiller au grain et de guetter l'arrivée d'un marin amputé d'une jambe, et d'aller lui annoncer la nouvelle dès qu'il apparaîtrait. La plupart du temps, lorsque le premier du mois, j'allais trouver notre pensionnaire pour lui réclamer mon dû,
Il se contentait de renifler d'une façon menaçante et de me faire baisser les yeux. Mais avant la fin de la semaine, il ne manquait pas de se raviser, de m'apporter ma pièce d'argent et de renouveler son ordre, de guetter l'arrivée d'un marin amputé d'une jambe. Je n'ai guère besoin de vous dire à quel point ce personnage hantait mes rêves. Par les nuits de tempête, lorsque le vent ébranlait la maison de fond en comble, lorsque les vagues grondaient dans la crique et montaient à l'assaut des falaises, je le voyais sous 1000 formes avec 1000 expressions diaboliques. Tantôt la jambe était coupée à la hauteur du genou, tantôt à la hauteur de la hanche, ou bien l'homme était une créature monstrueuse qui n'avait jamais eu qu'une seule jambe placée au milieu du corps. Le voir courir à mes trousses en sautant les haies et les fossés était le pire des cauchemars. Tout compte fait, je payais assez cher par ces abominables visions ma pièce d'argent mensuelle. Mais si j'étais terrifiée à l'idée du marin amputé d'une jambe, j'avais beaucoup moins peur du capitaine que tous ceux qu'il connaissait. Certains soirs, il buvait plus de grog qu'il n'en pouvait supporter. Alors il restait assis, à chanter ses vieilles chansons de matelot, cruelles et farouches, sans faire attention à personne. Mais parfois, il faisait apporter des verres à la ronde et obligeait l'assistance épouvantée à écouter ses histoires ou à reprendre ses refrains. Bien souvent, j'ai entendu son « Oui, c'est une bouteille de rhum » faire trembler la maison, tous les voisins chantant en chœur comme s'il y allait de leur vie, chacun hurlant plus fort que l'autre pour éviter de se faire remarquer. En effet, pendant ces accès de colère, c'était le compagnon le plus tyrannique que j'ai jamais connu. Il claquait de la main sur la table pour obtenir le silence à la ronde. Il entrait en fureur parce qu'on lui posait une question ou parce qu'on ne lui en posait pas et qu'il jugeait à l'heure que l'assistance ne suivait pas son récit. Et il ne permettait à personne de quitter l'auberge tant qu'il n'avait pas gagné son lit en titubant sous l'effet du sommeil et de l'ivresse. Il épouvantait surtout les gens par ses horribles récits, où il était question de pendaison, de supplices, de tempêtes en mer, de l'île de la Tortue, d'actes sanglants et de lieux sauvages dans la mer des Antilles. À l'en croire, il avait dû passer son existence en compagnie des pires forbans auxquels Dieu ait jamais permis de courir les mers. Et le langage qu'il employait pour raconter ces histoires choquait nos paysans à l'âme simple, tout autant que les forfaits qu'il décrivait. Mon père répétait sans cesse que l'auberge ne tarderait pas à être ruinée, car les clients se lasseraient vite d'y venir pour être tyrannisés et humiliés, et regagner ensuite leur lit tout en grelottant de terreur. Or, bien au contraire, je crois vraiment que sa présence nous était profitable. Les gens avaient peur sur le moment, mais quand ils y pensaient par la suite, ces soirées ne leur déplaisaient pas. Elles mettaient une agréable agitation dans leur paisible existence campagnarde. Il y avait même un groupe de jeunes lurons qui, affectés de l'admirer, parlaient de lui comme d'un vrai loup de mer, un authentique Mathurin, et déclaraient que les hommes de son espèce rendaient l'Angleterre redoutable sur les 7 mers. En un sens, à vrai dire, il promettait de nous ruiner. En effet, son séjour chez nous se prolongeait semaine après semaine, puis mois après mois, de sorte qu'il ne restait plus rien de son argent depuis longtemps. Et néanmoins, mon père ne trouvait pas le courage d'insister pour en avoir davantage. Si jamais il y faisait allusion, le capitaine reniflait avec tant de violence qu'il semblait rugir, puis regarder son créancier d'un air si menaçant que le pauvre homme sortait de la salle. Je l'ai vu se tordre les mains après une telle rebuffade et je suis sûre que les tourments et la terreur dans lesquels il vivait furent en partie la cause de sa fin malheureuse et prématurée. Pendant tout le temps qu'il vécut avec nous, le capitaine n'apporta aucun changement à son costume, si ce n'est qu'il acheta une paire de bas à un marchand. Une des pointes de son chapeau tricorne étant tombée, il la laissa pendre en avant à dater de ce jour, bien que ce fût très gênant pour lui quand le vent soufflait. Je me rappelle l'aspect misérable de son habit qu'il raccommodait lui-même dans sa chambre et qui à la fin n'était plus que pièce sur pièce. Il n'écrivait ni ne recevait de lettres, il ne faisait jamais la conversation avec personne, sauf avec les voisins, et il ne parlait à ces derniers que lorsqu'il était ivre de rhum. Quant à son coffre de marin, nul d'entre nous ne l'avait vu ouvert. Une seule fois, quelqu'un osa lui tenir tête, vers la fin de son séjour, alors que mon pauvre père était déjà très gravement atteint de la maladie de langueur qui devait l'emporter. Tard dans l'après-midi, le docteur Livesey vint visiter son patient, puis, après avoir pris un léger dîner servi par ma mère, il s'en alla fumer une pipe dans la salle en attendant qu'on lui ramène son cheval du village, car nous n'avions pas d'écurie à l'amiral Benbow. Je le suivis et je me rappelle avoir remarqué combien le médecin au visage rayonnant d'intelligence, aux vêtements bien coupés, à la perruque poudrée blanche comme neige, aux yeux noirs et vifs, aux manières agréables,
faisait contraste avec nos paysans lourdeaux et surtout avec notre pirate aux yeux chassieux, grossiers et malpropres, aussi mal nippé qu'un épouvantail assis dans un coin, les coudes sur la table, complètement abruti par le rhum. Brusquement, le capitaine entonna d'une voix aiguë son éternelle chanson. Ils étaient 15 sur le coffre du mort, Oïs et une bouteille de rhum. La boisson et le diable avaient réglé leur compte aux autres, Oïs et une bouteille de rhum. Tout d'abord, j'avais cru que le coffre du mort était cette grande caisse qui se trouvait en haut, dans la chambre du devant où couchait notre pensionnaire, et cette idée s'était mêlée dans mes cauchemars à celle du marin amputé d'une jambe. Mais nous avions tous cessé depuis longtemps de prêter la moindre attention à cette chanson. Ce soir-là, elle n'était nouvelle pour personne, sauf pour le docteur Livesey, et j'observais qu'elle produisait sur lui un effet désagréable, car il leva les yeux pendant un instant d'un air très courroucé, avant de reprendre sa conversation avec le vieux Taylor le jardinier auquel il indiquait un traitement pour les rhumatismes. Cependant, peu à peu, le capitaine s'échauffait en chantant et à la fin, il frappa la table du plat de la main, d'une façon qui pour nous voulait dire « Silence !» Aussitôt, tout le monde se tut, sauf le docteur Livesey, qui continua à parler d'une voix claire et bienveillante, en tirant entre chaque mot une rapide bouffée de sa pipe. Le capitaine lui lança un regard furieux, frappa de nouveau sur la table, puis après avoir proféré un juron ignoble, il s'écria « Silence là-bas, dans l'entrepont !»« Est-ce à moi que vous parlez, monsieur ?» demanda le docteur Livesey. Lorsque le capitaine lui eut fait une réponse affirmative, accompagnée d'un autre juron, le médecin répliqua en ces termes. « Je n'ai qu'une chose à vous dire, monsieur, c'est que si vous continuez à boire du rhum, le monde sera bientôt débarrassé d'un fameux scélérat. » La fureur du vieux Forban fut terrible. Il se leva d'un bond, tira de sa poche un couteau à cran d'arrêt, l'ouvrit et, le tenant en équilibre sur la paume de sa main, menaça de clouer son interlocuteur contre le mur. Le docteur ne broncha pas. De nouveau, il s'adressa à l'ivrogne en lui parlant par-dessus son épaule, sur le même ton que précédemment, assez haut pour que toute la salle puisse entendre, mais d'une voix parfaitement calme et posée. « Si vous ne remettez pas immédiatement ce couteau dans votre poche, je vous promets sur mon honneur que vous serez pendu aux prochaines assises. » Les deux hommes se mesurèrent du regard pendant quelques instants, mais le capitaine ne tarda pas à céder. Il fit disparaître son arme et se rassit en grommelant comme un chien. « Et maintenant, monsieur, continua le docteur Livesey, puisque je sais qu'il y a dans mon district un individu de votre espèce, vous pouvez être sûr que j'aurai l'œil sur vous, nuit et jour. Je ne suis pas seulement médecin, mais aussi magistrat. Si j'apprends qu'il y ait la moindre plainte contre vous, ne serait-ce que pour une inconvenance comme celle de ce soir, je prendrai des mesures efficaces pour vous faire arrêter et expulser du pays. Vous voilà prévenu. » Peu de temps après, le docteur Livesey s'en alla sur son cheval qu'on venait de lui amener à la porte. Mais le capitaine se tint tranquille pendant tout le reste de la soirée, et bien d'autres soirées à venir.